Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire du FEAD au FSE+, quel changement concret pour moi? Je m'appelle Pauline Vachaudet et je m'occuperai aujourd'hui de la modération de notre webinaire. Alors, comme il s'agit d'un webinaire, vous n'avez pas la possibilité de prendre la parole, mais vous avez la possibilité de nous poser toutes vos questions par écrit en utilisant le bouton Q&R ou Q&A si Zoom est installé en anglais chez vous. Donc, c'est un petit bouton qui est au milieu de l'écran, dans le bas de l'écran, et qui vous permet donc de poser vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions dès que vous en avez. Vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin des présentations. Comme il s'agit d'un webinaire, celui-ci est enregistré et il sera disponible en rediffusion dès demain sur notre site web et sur YouTube. Tous les documents qui vous seront présentés aujourd'hui seront également disponibles sur notre site web ultérieurement. Alors, au programme de notre webinaire, nous aurons d'abord un mot d'introduction par Alexandre Le Sif, président du SPP Intégration Sociale. Ensuite, notre service fonds européen vous présentera le FSE+, et nous passerons aux questions-réponses et nous répondrons à toutes vos questions. Je donne maintenant la parole à Alexandre Le Sif pour le mot d'introduction. Merci Pauline et bienvenue à toutes et à tous. Je suis heureux de vous accueillir pour ce webinaire consacré au FSE+. Alors, comme vous le savez certainement, nous commençons cette année une nouvelle programmation pour les fonds européens en faveur de l'aide alimentaire. Le FEAT est maintenant intégré dans le FSE+. La programmation FEAT a été un succès. Et s'il a été un succès, c'est avant tout grâce à votre travail et à votre engagement au quotidien. Cette programmation a permis d'aider plus de 350 000 ménages chaque année. Alors, cette nouvelle programmation va bien sûr s'inscrire dans la continuité, mais aussi avec des accents nouveaux. La dimension sociale va être renforcée. Un financement sera réservé pour améliorer, par exemple, l'accompagnement social des bénéficiaires. Le processus d'enquête sociale est également harmonisé et simplifié pour garantir une prise en charge respectueuse des personnes. Alors, mes collaborateurs vont vous présenter la manière avec laquelle nous allons mettre en œuvre cette nouvelle programmation jusqu'en 2027. Ensuite, vous aurez la possibilité, bien sûr, de poser toutes vos questions après les présentations ou pendant les présentations par écrit, et ça nous permettra d'avoir encore un dialogue après la présentation. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Je vous souhaite une intéressante session d'information et un plein succès pour la mise en œuvre de cette nouvelle programmation. Et je donne sans plus tarder la parole à Barbara Serrato pour la présentation. Voilà. Est-ce que tout le monde voit? Est-ce que c'est bon pour la présentation? Oui, Ok, c'est très bien. Parfait. Bonjour à tous. Voilà, je suis Barbara Serrato. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis entre autres celle qui répond à vos mails quand vous les envoyez sur la boîte alimentation. Je pense que je connais la plupart d'entre vous. Et c'est moi aussi qui ai le plaisir de faire cette présentation aujourd'hui sur le FEAD, donc le passage du FEAD au FSE+, quels sont les changements concrets pour vous. Donc, voilà, ça c'est le contenu de ce que je vais vous expliquer. Donc, je vais vous expliquer les nouveautés. Donc, il y a deux grandes nouveautés. Je vais vous expliquer pourquoi on ne parle pas de campagne 2023, mais plutôt de campagne 2024. Et pour finir, je ferai un bref résumé des principaux points du règlement, si jamais vous ne les avez pas repérés. Alors, effectivement, à partir de maintenant, on va ne plus parler du FEAD, mais plutôt de FSE+. Donc, le programme d'aide alimentaire du FEAD, donc le Fonds européen d'aide aux plus démunis, s'est terminé avec la campagne 2022. Et mais ce n'est pas pour ça que l'aide s'arrête. L'aide va se poursuivre dans le cadre du programme fédéral d'aide alimentaire du FSE+, du Fonds social européen plus. Alors ça, c'est un petit rappel. Donc, les fonds européens, en général, ont une durée de 7 ans. Le FEAD, le Fonds européen d'aide aux plus démunis, avait une période de programmation qui allait de 2014 à 2020. Mais ensuite, le Covid s'est invité dans le jeu et il a été prolongé jusqu'en 2022.
Le FSE+, quant à lui, devait commencer en 2023 jusqu'en 2027. Et donc, vous remarquerez qu'on commence un tout petit peu plus tard que prévu et que la durée n'est pas de 7 ans, mais la durée sera un peu réduite à cause du fait que le FEAD a été prolongé. Alors, il y a une nouvelle réglementation au niveau européen et bien sûr un nouveau programme au niveau belge. Ici, quelle est la différence? C'est qu'il ne s'agit plus d'un fonds distinct, comme c'était le cas pour le Fonds européen d'aide aux plus démunis, mais d'un programme. Donc, on appelle ça un sous-objectif du grand programme FSE+. Alors, quelle est la conséquence la plus importante de ce changement? C'est qu'effectivement, le financement européen diminue. Ici, vous avez quelques chiffres pour vous donner une idée. Donc, sous le Fonds européen d'aide aux plus démunis, le FEAD, on avait plus ou moins 11 millions d'euros de moyens européens par an, donc sur la période 2014-2020. Et en plus de ça, 20 millions d'euros en 2021, 20 millions d'euros en plus en 2021 et 2022. Sous le FSE+, on aura plus ou moins 10 millions d'euros de moyens européens par an. Alors, pour la prochaine campagne, la diminution de ce budget donc européen sera compensée par un financement fédéral supplémentaire. Alors, vous allez vous dire, oui, mais qu'est-ce qu'on va faire après la prochaine campagne? Et en fait, les éventuelles compensations pour les années d'après devront toutes faire l'objet d'une décision politique. Donc, ça se fera un peu campagne par campagne. Alors, ici, je vais vous présenter donc, la grosse nouveauté. Donc, il y en a deux, comme je le disais. Donc, ça, c'est la première. Ça a un lien avec les mesures d'accompagnement. Donc, comme vous le savez, l'aide alimentaire, ce n'est pas juste distribuer de la nourriture, c'est beaucoup plus. Et c'est pour ça que les mesures d'accompagnement étaient déjà obligatoires dans le cadre du FEAD, mais le reste encore dans le cadre du FSE+. Donc ça ne change pas. Et ce qui ne change pas non plus, c'est que le minimum qu'on va demander aux organisations, c'est d'orienter les bénéficiaires vers les CPS. C'est la mesure d'accompagnement minimale qu'on demande. Et ça, ce n'est pas du tout une nouveauté, vu que c'était déjà le cas auparavant. Mais alors, vous allez vous dire, qu'est-ce qui change? Alors, qu'est-ce qui change? C'est que maintenant, vous aurez à votre disposition un inventaire qui est non exhaustif, mais qu'on a essayé de faire le plus complet possible, des mesures d'accompagnement. Et on l'a rajouté au règlement. Donc, le règlement, pour information, il est disponible sur notre site Internet. Donc, si vous voulez aller le voir après le webinaire, vous le pouvez. Et alors, l'autre nouveauté, c'est que les mesures d'accompagnement seront dorénavant financées, parce que le financement devient une obligation dans le cadre du règlement européen. Et ça se fera sur la base d'un taux forfaitaire de 7%. 7% des moyens qu'on va avoir, ça correspond environ à 600 000 € par an qui seront dédiés aux mesures d'accompagnement. Alors, ces 600 000 € par an seront versés, on va dire, à des organisations coupoles qui seront désignées pour soutenir les mesures et recevoir les financements. Donc, à partir de maintenant, quand vous allez entendre parler de OC, c'est des organisations coupoles. Donc, voilà. Alors, je vais un peu vous expliquer c'est quoi cette nouveauté des organisations coupoles, donc de ces OC. Donc, ces organisations coupoles auront le rôle de soutenir les mesures d'accompagnement, donc d'aider les organisations dans la mise en place des mesures d'accompagnement. Qu'est-ce qu'elles vont pouvoir faire? Par exemple, elles vont pouvoir organiser des formations pour les bénévoles. Elles vont pouvoir communiquer autour de l'inventaire des mesures d'accompagnement qui est disponible dans le règlement. Elles peuvent faciliter l'accès aux informations sur des accompagnements éventuels proposés au sein de la commune ou des aides proposées par les CPAS. Donc ça, ce n'est pas exhaustif du tout, c'est juste quelques exemples. Alors, comment ces organisations coupoles vont être sélectionnées? Donc, on va lancer un appel à candidature qui sera lancé très prochainement. Et chaque organisation coupole qui sera intéressée pourra soumettre sa candidature. Et pour cela, elle devra au moins représenter 20 organisations. Donc, elles devront donc fédérer 20 organisations au minimum. Et on a décidé dans le programme belge qu'il n'y aura pas plus de 10 organisations coupoles sur tout le territoire. Alors, toujours au niveau de ces organisations coupoles, donc chaque organisation, que vous soyez un CPS ou une ONG, sera reliée à une organisation coupole. Donc, comment ça va se passer concrètement? On va vous avertir par mail
ça sera plus ou moins vers le mois de novembre, et vous informer de à quelle organisation coupole vous avez été relié. D'accord? Donc, vous allez recevoir un mail de notre part avec cette information-là. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez demander à changer d'organisation coupole, mais ça, on vous demande de le faire au maximum une seule fois sur la durée du programme. Je vais donner un exemple. Donc, les liens entre les organisations coupoles et les ONG sera assez évident. Donc, par exemple, si vous êtes une Croix-Rouge, vous allez être fort probablement relié à la coupole Croix-Rouge. Si vous êtes une Saint-Vincent-de-Paul aussi, etc., etc. Ce qu'il est très, très important de comprendre, c'est que l'organisation reste indépendante de l'organisation coupole. Le lien qui est fait entre vous, organisation, et l'organisation coupole n'est fait que pour les mesures d'accompagnement. Ce n'est pas parce qu'un lien est fait avec une organisation coupole, que ce soit la Croix-Rouge, la FDSS ou n'importe quelle autre organisation coupole qui mettra sa candidature, que vous devez respecter la charte de cette organisation, etc. Donc, on voudrait que ce soit très clair que l'indépendance reste, vous êtes relié à cette organisation que pour les mesures d'accompagnement. Alors, les organisations coupoles que l'on pressent pour le moment sont la VVSG, la Saint-Vincent-de-Paul, la Croix-Rouge, AMA, la FDSS et les Restos du Cœur. On a mis des points de suspension parce qu'évidemment, il peut y en avoir d'autres. Et pour l'instant, celles-là, on les a mis à titre d'exemple pour que vous fassiez une première idée. Alors maintenant, je vais passer à la grande nouveauté numéro 2 de ce nouveau règlement et de ce nouveau programme. Et c'est la création d'un formulaire standard pour l'enquête. Alors ici aussi, pas de panique parce que les bases restent identiques. Donc, c'est-à-dire que par rapport au droit à recevoir les produits du FSE+, ça reste identique au FEAD. C'est-à-dire que toute personne qui vit sous le seuil de pauvreté peut avoir accès aux produits du FSE+. Ce qui ne change pas non plus, c'est que toutes les organisations doivent avoir un accord de partenariat avec le CPS ou les CPS avec lesquels ils collaborent. Donc ça reste identique, il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change non plus sur le type de partenariat. Donc il reste 3 types de partenariats. Le type 1, qui sont des attestations que vous recevez de la part du CPS si vous êtes une organisation. Donc dans ce cas-ci, l'enquête sociale est faite par le CPS. Le partenariat de type 2, c'est une liste de bénéficiaires que l'organisation également reçoit de la part du CPS. Et ici, l'enquête sociale est également faite par le CPS. Et enfin, le type 3, le partenariat de type 3, c'est le partenariat tel qu'il existe ici maintenant aussi. C'est l'organisation vérifie elle-même le statut des bénéficiaires. Et dans ce cas-ci, l'enquête est faite par l'organisation. Donc, jusqu'ici, pas de changement, c'est juste un rappel. Donc, le changement, vous allez me dire, mais pourquoi, quel est le changement si tout reste pareil? Donc, le changement, ça ne concerne que les organisations qui ont un accord de partenariat de type 3. Donc, si vous êtes une organisation qui ne collabore avec les CPS que sur base d'un type de partenariat de type 1 ou 2, il n'y a aucun changement qui s'opère. Ici, c'est seulement pour les organisations qui ont un accord de partenariat de type 3. Elles vont devoir vérifier elles-mêmes la situation des bénéficiaires finaux. Alors, c'est ce qui était déjà le cas, mais c'est la façon de vérifier la situation des bénéficiaires finaux qui va changer. Donc, comment vous allez faire? Donc, ça va pouvoir se faire de 2 manières. Donc, vous allez, dans un premier temps, vérifier si le bénéficiaire qui se présente dans votre organisation appartient à une catégorie qu'on appelle catégorie de bénéficiaires reconnus d'office. Donc, on a listé toute une série de personnes qui ont déjà eu une enquête sociale de la part du CPS et pour lesquelles il ne sert pas à grand-chose de refaire toute une enquête. Et donc, ceux-là, on les considère comme étant des bénéficiaires reconnus d'office. Ceux-là, ce sont par exemple les personnes en statut BIM, les sans-papiers, les sans-domicile, les personnes bénéficiant d'un tarif social énergie ou les personnes émergeant du CPS. Dans ce cas, on vous demande de rien faire. Vous devez juste vérifier que la personne appartient à l'une de ces catégories et c'est OK pour donner les produits du FSE+. Donc, vous devez juste vérifier le statut des bénéficiaires. Et donc, pour vérifier cela, il y a des choses qui existent et tout cela est expliqué dans le règlement. Et si jamais un bénéficiaire n'est pas
dans la catégorie des bénéficiaires reconnus d'office, alors vous devrez compléter un formulaire Excel qui est mis à votre disposition et qui fait partie aussi intégrante du règlement du FSE+, pour la campagne. Je vais revenir sur ça juste un peu plus loin. Donc, il existe deux versions de ce fameux formulaire Excel, fameux qui va le devenir pour vous, pour nous il l'est déjà, fameux. Donc, deux versions sont disponibles sur le site web. Donc, une version qui est basée sur le seuil de pauvreté officiel, celui qui est noté dans le règlement, et une version avec un seuil de pauvreté qu'on appelle variable. Et cette deuxième version est utilisée par les organisations qui veulent restreindre leur groupe cible. Donc, si vous, par exemple, vous dites, voilà, moi je sais que le seuil de pauvreté officiel est fixé à X, mais moi je voudrais restreindre parce que sinon je n'ai pas assez de produits pour tout le monde, alors vous devez utiliser la version avec le seuil de pauvreté variable. Donc, aussi bien pour les bénéficiaires qui relèvent d'une catégorie reconnue d'office, donc dans le premier cas du slide précédent, que pour les bénéficiaires pour lesquels le formulaire doit être rempli, on ne vous demande pas de garder les pièces justificatives. D'accord? Parce qu'ici, on se base sur un principe de proportionnalité. Les enquêtes ont déjà été faites. Ici, c'est pour une demande d'aide alimentaire. Et donc, on va appliquer un principe de proportionnalité. Donc, on ne va pas vous demander de les garder, de les archiver. On va vous demander de les vérifier. Donc, si moi, par exemple, je viens et vous voyez que je suis SDF, voilà, vous n'avez rien à mettre dans le dossier pour prouver que je suis SDF et que j'ai le droit d'avoir le colis du FEAD. En cas de contrôle, à partir de maintenant, ce qu'on va vous demander, c'est d'avoir accès au formulaire que vous avez rempli. On ne va pas vous demander les noms, etc. On veut juste voir que vous avez bien rempli le formulaire pour la trace d'audit. Alors ici, je vais vous montrer à quoi ressemble ce formulaire. Ne vous inquiétez pas, c'est probablement un peu petit pour vous sur votre écran, mais les Excel sont disponibles sur notre site web déjà actuellement, donc vous pouvez les ouvrir si ça vous intéresse d'avoir tout de suite, de voir tout de suite à quoi ça ressemble, mais vous verrez que c'est très très facile d'utilisation, c'est assez intuitif. Le formulaire va rester en rouge comme sur l'écran si vous ne cliquez pas sur les bonnes cases, et il va se mettre automatiquement en vert si vous cliquez sur les bonnes cases. Exemple, ici, si vous cliquez sur « Je déclare avoir vérifié l'ensemble des preuves et documents relatifs à l'enquête détaillée ci-après », le formulaire va être en vert et vous pourrez le sauvegarder. Donc, en fait, c'est tout ce qu'on vous demande, c'est de vérifier, donc de déclarer que vous avez vérifié les pièces justificatives. Pour le reste des choses à remplir, vous verrez que c'est très facile. Il y a des menus déroulants et vous devez juste compléter le nom, le prénom, la date de l'enquête et tout est très simple. Vous verrez en cas d'utilisation et néanmoins, si ça ne l'était pas, on est ici pour vous l'expliquer. Donc ça, c'était la deuxième grande nouveauté. Je vais passer maintenant à une question de terminologie. Donc, pour parler de la prochaine campagne, on ne va pas parler de la campagne 2023. Vous allez dire, mais où est donc passée la campagne 2023? Eh bien, elle n'a pas lieu. De la 2023 est devenue la campagne 2024. Donc, vous n'avez rien raté, vous n'avez pas raté une commande, c'est juste qu'on va changer la façon de l'appeler. Les commandes pour la campagne 2024 donc, sont désormais ouvertes et vous pouvez introduire votre commande. Les livraisons commenceront fin 2023 et s'étaleront jusqu'à fin 2024. Raison pour laquelle nous appelons cette campagne 2024. Parce que vous êtes nombreux à nous dire, oui, mais vous êtes très en retard sur les campagnes parce que nous, on commande des produits de la campagne 2023 et ils sont livrés en 2024. Ce qui est vrai, c'est parce que nous, en fait, au départ, en tant qu'autorité de gestion, quand on lançait les appels à marché, on mettait l'année dans laquelle l'appel à marché était lancé. Et donc ici, dans ce cas, on a déjà lancé l'appel à marché. Il a été lancé en 2023, et donc on aurait appelé cette campagne 2023. Mais étant donné que l'appel à marché est un processus qui est très long, et surtout qu'on demande aux fabricants de livrer les produits tout au long de l'année 2024 pour qu'ils puissent couvrir l'entièreté de l'année, on va l'appeler directement campagne 2024 pour que justement il y ait une concordance entre l'année, le nom de la campagne et l'année à laquelle vous allez recevoir les produits.
Alors, comme je le disais, les commandes sont ouvertes. Vous pouvez les introduire jusqu'au 10 août 2023. Vous pouvez commander des produits d'aide matérielle comme l'année passée. La procédure ne change pas pour vous. Vous verrez que tout est resté identique. Le formulaire est identique, il y a juste le nom qui change légèrement. On a mis FSE+, donc voilà, il n'y a pas de grosses perturbations. Les modalités de livraison n'ont pas changé non plus. La procédure de reconnaissance ou de révision d'agrément n'a pas changé non plus. Et les plafonds communaux pour la campagne sont disponibles sur notre site web ou si vous nous envoyez un mail, on vous répond avec plaisir. Donc là, rien n'a changé pour ça. Alors maintenant, je vais vous faire un bref résumé des principaux points du règlement. Donc, qui change ou qui ne change pas. Ici, par exemple, le premier point ne change pas. Les produits doivent absolument être distribués gratuitement. On ne peut pas faire payer même des euros symboliques pour les produits du FSE+. L'identification des bénéficiaires finaux. Donc, ce ne change pas. Le partenariat avec le CPS pour les organisations reste le même. Et ce qui reste aussi pareil, c'est que vous pouvez toujours distribuer des colis d'urgence, le temps de soit recevoir les attestations, etc. Donc ça ne change pas. Ce qui ne change pas non plus, c'est la comptabilité matière. Le stock physique que vous avez dans vos entrepôts doit correspondre à ce que vous enregistrez et au volume entrant et sortant. Donc, en cas de contrôle, votre comptabilité matière, qu'elle soit sur Food IT ou qu'elle soit sous forme Excel, doit correspondre avec votre stock et avec ce qui est sorti. Alors, à ce sujet, vous avez plusieurs possibilités qui existent. Nous avons mis à disposition des modèles Excel sur notre site Internet. Et alors, vous avez aussi Food IT. Si vous avez élaboré votre propre système de comptabilité matière et que celle-ci est viable, vous avez reçu un contrôle et tout a pu être présenté, etc., vous pouvez absolument utiliser la manière qui vous convient le mieux. Donc, on ne vous oblige pas du tout à utiliser nos modèles si vous avez vous-même élaboré des modèles qui vous conviennent mieux. Alors enfin, le règlement et les différents modèles sont disponibles sur notre site Internet. Vous devez juste cliquer sur campagne 2024 et vous trouverez tout ce qui vous sera utile, y compris le règlement. Alors maintenant, maintenant, dès que j'aurai fini de vous remercier pour votre écoute, on va passer à la séance de questions-réponses. Je voudrais surtout insister sur le fait qu'on est là pour vous aider, que vous ne devez jamais hésiter à nous contacter si vous avez des difficultés ou des questions. Vous devez non plus jamais hésiter à nous contacter si vous avez des suggestions, des idées, des bonnes pratiques ou des choses moins bien à partager. On est là aussi pour les écouter et on vous demande de les partager avec nous. Donc, vous pouvez le faire soit par écrit à l'adresse alimentation@mi-is.be, soit par téléphone, au téléphone qui est indiqué sur l'écran. Donc voilà, je vous remercie déjà de votre écoute et je vais prendre les questions-réponses, enfin les questions s'il y en a. Merci Barbara. On va commencer par les questions que certains nous ont envoyées lors de l'inscription. Donc, pour ceux qui ont envoyé des questions très spécifiques et qui concernaient leur institution en particulier, là, on vous renvoie donc vers l'adresse alimentation@mis.be pour les cas très spécifiques. Pour les questions plus générales, donc la première question que nous avions reçue, c'était la discordance qu'il y a parfois entre les commandes et les réalités. Est-ce que tu peux peut-être préciser un peu plus cela ? Je réallume mon micro. Oui, donc effectivement, il y a une discordance entre ce que vous commandez et ce qui vous est effectivement attribué. Alors, pas pour tout et pas toutes les années, mais souvent, c'est le cas. C'est pourquoi est-ce que ça arrive? C'est parce que nous sommes dépendants, évidemment, des prix du marché. Nous achetons des produits sur le marché et malheureusement, la demande, donc de la part des organisations et des CPS, excède malheureusement l'offre que nous avons. Surtout dans les années où, comme par exemple l'année passée, il y a eu succession de crises sur crise et que malheureusement les prix sur le marché ont pas mal augmenté. Donc c'est ça qui est fait que parfois ce que vous commandez n'est pas en adéquation avec ce que vous recevez, en plus de ce que vous savez déjà par rapport aux plafonds communaux et au nombre de personnes pour lesquelles vous êtes agréé. Alors, est-ce que la gestion et la comptabilité des stocks FEAT et FSE doivent se faire séparément ou est-ce que cela peut se faire dans la continuité, dans le même système?
Alors, vous pouvez, faire dans la continuité la gestion des produits du FEAD et du FSE+, mais en fait, je vais répondre à cette question en disant que ça revient un peu, à la même chose que pour les campagnes, en fait. On essaie, dans la mesure du possible, de vous demander d'avoir, une feuille Excel séparée en fonction des campagnes. Donc une pour la campagne 2022, une campagne pour la campagne 2024. Donc vous pouvez utiliser sans problème le même système, rester dans le même système, mais dans la mesure du possible, séparer les campagnes. Alors, est-ce que les CPS sont également concernés par l'inventaire des mesures d'accompagnement? Vous êtes concerné par, l'inventaire des mesures d'accompagnement dans la mesure où on vous demande de prendre connaissance de cet inventaire vu qu'il fait partie du règlement. En tant que CPS, bien évidemment, vous mettez déjà en place toutes les mesures d'accompagnement. Donc, on va dire que vous êtes, on vous demande d'en prendre connaissance, mais, à titre indicatif pour Oui. pouvoir aussi, aider les organisations qui sont sur votre territoire, le cas échéant. Mais on peut ajouter aussi, Barbara, que les CPS seront reliés à une coupole. Pour la Wallonie, ce sera vraisemblablement, enfin pour la communauté française, l'Union des villes et communes de Wallonie et l'association bruxelloise des fédérations de CPS. Et donc, via cette association, il y a des initiatives qui vont être proposées aussi aux CPS pour encore améliorer ou amplifier les mesures d'accompagnement qui sont prévues. Alors ensuite, on nous demande s'il y aura un résumé ou d'autres informations par écrit par la suite. Donc là, je vous confirme, donc tout est enregistré, tout sera disponible en rediffusion et les supports qui vous ont été présentés seront également disponibles. Donc oui, vous aurez accès à tout ce qui vous a été présenté aujourd'hui. Alors, ensuite, question suivante, on nous dit que dans certaines régions, par exemple, la région verviétoise, il y a le relais social urbain qui décide et qui accompagne les bénéficiaires. Est-ce que du coup, ça pourrait changer, pour eux? Non, je suis bien informée du relais social urbain, à Verviers, mais qu'est-ce qui pourrait changer pour eux? En fait, tout ce qui change ici, ce sont les mesures d'accompagnement. Vous allez être, reliés à, une organisation coupole qui vraisemblablement ne sera pas le relais social, mais rien ne va changer à part ça pour vous. Alors, est-ce qu'on peut déjà utiliser les formulaires types avec les produits FEAT ou est-ce qu'il faut absolument attendre les produits du FSE+? Je crois que je n'ai pas bien compris la question parce que les formulaires sont séparés par campagne. Donc, si vous avez reçu des produits de la campagne 2022, vous devez utiliser le formulaire Excel de la campagne 2022, vu que c'est plus facile pour vous, vu que tous les produits de la campagne sont regroupés. Et quand vous recevrez fin 2023 les premiers produits de la campagne FSE+, vous allez recevoir utiliser les formulaires de la campagne FSE+. Alors, certaines organisations utilisent leur propre, feuille Excel, pour les calculs, qui apparemment ressemble, relativement à ce que nous on propose. Est-ce que ça reste acceptable ou est-ce qu'on doit Oui. absolument utiliser ce que propose le Non, SPP? c'est Ça reste. absolument pas obligatoire. Vous pouvez utiliser le système qui vous permet de gérer au mieux votre comptabilité matière. Et si c'est votre propre feuille Excel, ce sera votre propre feuille Excel. Donc ça, c'est vraiment pas un problème. Alors, est-ce qu'il y a des maxima pour les commandes d'aide matérielle? Car pour les aliments, vous donnez souvent une indication. Alors, comme il est noté dans le règlement, les maxima, ce ne sont pas vraiment des maxima. On a mis ce petit tableau dans le règlement pour vous aider, en fait, à vous faire une idée de ce qui peut être commandé par bénéficiaire. Mais ce n'est pas du tout une obligation. C'est-à-dire que si vous avez besoin de plus, vous pouvez commander plus. Si vous avez besoin de moins, si vous trouvez que c'est trop par bénéficiaire parce que vous n'avez pas l'espace de stockage, vous pouvez commander moins. Ce qui est vraiment important au niveau des commandes, c'est de commander en fonction du nombre de personnes que vous devez aider et surtout de la place de stockage que vous allez avoir à disposition. Pour les commandes d'aide matérielle, c'est la même chose. La seule restriction qu'on vous demande, c'est pour les kits d'hygiène pour les hommes et les femmes. Ces kits sont vraiment destinés aux sans-abri. Donc, si dans vos bénéficiaires, vous n'avez pas de sans-abri, on vous demande de ne pas commander de kit d'hygiène. Pour le reste, vous pouvez commander en fonction de vos besoins réels et de l'espace de stockage que vous avez. Alors, dans ta présentation, tu as parlé de l'application Food IT. On nous demande si elle est toujours, fonctionnelle, car la personne pensait qu'elle n'était plus active depuis début juin.
Oui, elle est toujours fonctionnelle. Je pense juste qu'elle a changé d'adresse. Si vous allez sur le site, je pense que vous êtes automatiquement redirigé vers le nouveau site. Alors, est-ce que tous les CPS d'une même région auront la même organisation coupole ou pas forcément? Vraisemblablement, oui, mais pas forcément. Vous pouvez changer d'organisation coupole une fois sur toute la programmation, donc jusqu'en 2027. On essaie de faire en sorte de rester assez logique et de manière territoriale, évidemment, pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Alors, il y a des questions par rapport à l'enquête sociale. Donc, à partir de quand est-ce que les fichiers Excel devront être remplis? Et dans le même ordre d'idée, comment est-ce qu'on va harmoniser cette organisation? Comment est-ce qu'on va communiquer, en tout cas, l'harmonisation, puisqu'il y a des méthodes de vérification différentes Oui. d'un CPS à l'autre? Donc, en fait, pour tout ce qui est de la campagne 2022, donc tout ce qui est encore sous FEAD, donc là, vous devez continuer à faire comme vous faites pour l'instant. On ne vous demande pas de changer en cours de route, vous continuez à faire comme vous avez toujours fait. Et donc, ça, ce sera jusque fin de l'année, d'accord? Jusque octobre, on va dire, vous allez recevoir des produits de la campagne 2022. À partir de novembre, vous allez recevoir des produits de FSE+, les premiers produits sous FSE+. Et donc, il va y avoir un moment où vous allez devoir gérer les deux. Donc, c'est vrai que ça, ce sera un peu un moment de transition, mais ce qu'on vous demande de faire, c'est pour les produits qui sont sous FSE+, d'utiliser à partir de ce moment-là, quand vous les recevez, les templates du FSE+, et donc l'enquête sociale, etc. Est-ce que j'ai répondu à toute la question? Non, il en manque une partie, je pense. Pour harmoniser. Oui, c'est ça. Oui, donc à partir du moment où vous recevez les produits, on ne va plus vous demander on va vous demander de passer sous FSE+, et de faire votre enquête sociale. Même s'il vous reste, par exemple, un reliquat, il vous reste, je ne sais pas moi, des tomates pelées de la campagne 2020, on ne va pas vous demander de faire 2 enquêtes, une avec le formulaire et une comme vous faisiez avant, si la personne va recevoir essentiellement des produits de la campagne FSE+, vous pouvez faire les enquêtes FSE+. Mais par contre, pour ce qui est de la comptabilité matière, n'oubliez pas de déduire bien les tomates pelées en question de la comptabilité de 2022 et pas de 2024 sous FSE+. Alors, certains CPS nous signalent avoir élaboré une enquête sociale papier dans le cadre de la distribution d'aide alimentaire. Est-ce qu'ils devront également faire un formulaire en ligne, en plus de l'enquête papier qu'ils font déjà? Il n'y a pas de formulaire en ligne, hein, donc il y a ce formulaire Excel-là, mais étant donné que les bénéficiaires du CPS ont déjà, ils vont tomber d'office dans la catégorie qu'on appelle reconnue d'office. Donc en gros, il n'y aura rien de plus à faire. Alors, est-ce que les organisations coupoles ont un rôle de contrôle? Non, absolument pas. Ils sont là pour vous aider et leur rôle, c'est vraiment juste de vous accompagner pour les mesures d'accompagnement, donc de vous aiguiller, d'être à votre écoute, de vous aider en fait à mettre en place les mesures d'accompagnement. Elles n'ont aucun rôle de contrôle du tout. Alors, apparemment, quand certains utilisent de l'application Food IT, ils n'arrivent pas à séparer les campagnes, donc ils demandent s'ils peuvent quand même continuer à utiliser le programme comme ils font pour le moment. Normalement, sur Food IT, vous pouvez séparer les campagnes. Les produits sont encodés en fonction de la campagne auquel ils appartiennent. Après, je ne suis pas une spécialiste de Food IT et cette question, il vaudrait peut-être mieux la poser directement aux gens qui s'occupent de Food IT. Mais à ma connaissance, on peut encoder les produits en fonction de la campagne pour lesquelles ils ont été commandés. Mais on pourra, on prend note de la question, on pourra de toute façon vérifier pour vous si ce n'est pas le cas. Oui, concernant Food IT, en effet, il y a pas mal de questions qui arrivent. Donc, en effet, on peut y répondre par écrit par la suite, Oui. notamment des questions par rapport aux formations, comment se former à Food IT, des choses comme ça. Donc, Oui, on ça, c'est pourra toutes des répondre à tout ça informations. par la suite. Il y a un manuel sur notre site internet pour l'utilisation de Food IT. Donc ça peut être déjà une première piste de réponse. Et pour les autres, vous pouvez les poser par écrit et on vous reviendra, vu que ça sort un peu du cadre du webinaire. Mais voilà, on pourra y répondre par la suite. Alors, on demande si les documents sont déjà disponibles sur notre site web. Est-ce que vous avez déjà publié le modèle de comptabilité FSE+?
Le modèle de comptabilité, non, il me semble, parce que celui-là, on doit attendre d'avoir les produits. Mais tout le reste des documents dont j'ai parlé sont disponibles sur notre site Internet. Donc, tout ce qui est le nouveau modèle à compléter Excel, le règlement, etc. Mais effectivement, le modèle de comptabilité n'est pas encore disponible. Alors, est-ce qu'à partir de novembre, les CPAS devront également remplir les fiches que tu présentais? Non, Très bien. Et donc, on nous demande en résumé de confirmer que donc, rien ne change pour les conventions de type 1 avec les CPAS. rien ne change ni pour les conventions de type 1, ni pour les conventions de type 2. Pour personne, ni l'organisation, ni le CPS. C'est que pour les organisations de type 3 qu'il y a ce petit changement. Tout ça a été fait pour simplifier, hein, donc pour rendre l'enquête sociale semblable partout et pour faciliter les organisations, surtout celles qui ne disposent pas d'assistants sociaux, etc., dans leurs enquêtes. On a vraiment essayé de réduire l'enquête à son strict minimum pour l'aide alimentaire. Alors, tu as expliqué que la liste des OC reconnus n'était pas encore définitive, donc d'autres pourraient se rajouter. Quand est-ce que on pourra communiquer une liste définitive? Alors, l'appel à candidature va être lancé prochainement, donc je pense la semaine prochaine. Ils vont avoir quand même un bon mois pour soumettre, même un peu plus. Et donc, nous, on ne connaîtra pas nous-mêmes nous, on saura qui a soumissionné, mais pas qui sera sélectionné avant le mois de septembre. Donc, il ne faut pas vraiment attendre à avoir une communication officielle à ce sujet avant octobre-novembre. Et en novembre, on vous dira de toute façon à quelle organisation vous avez été relié. Enfin, les organisations ont été reliées. Alors, généralement, le SPP envoie les informations pour les campagnes de commande vers le mois de juin. Est-ce que dans les prochaines années, ce délai pourrait être modifié dans le cadre du FSE+, ou est-ce que ça restera à peu près les mêmes périodes? Ça restera la même période. Alors, encore une petite question. À partir de quel moment doit-on tenir compte des montants indexés par rapport aux seuils de pauvreté qui sont repris dans le règlement de la campagne 2024? Alors, à partir du moment, normalement, où vous distribuez des produits de cette campagne-là. Donc, moi, je dirais fin 2023, vous pouvez vous référer à ces montants-là. Pour 2022, ils ont été indexés, hein. Donc, ce que vous trouvez maintenant en rouge dans le règlement, ce sont déjà les montants qui ont été indexés. Alors, on nous demande si notre site internet reste FEAT. Donc, je vous confirme, donc le site, c'est mi-is.be et il y avait une rubrique FEAT et donc ça restera bien la même adresse. Il n'y aura pas un nouveau site internet de notre côté pour trouver les informations. Mais tout ça vous sera également envoyé via la newsletter du service en temps voulu. Encore une petite question par rapport aux OC. Pour clarifier, on demande s'il faut donc attendre un retour de l'OC pour recevoir la nouvelle convention de type 1 ou 2 ou pas? Non, non, non. Les conventions de type 1 ou 2 sont avec les CPS. Donc, ça, si vous avez une convention de type 1 ou 2, il y a rien, vous devez faire comme d'habitude, il n'y a rien qui change. Vous trouvez les templates dans le règlement, etc. Enfin, là, il n'y a rien qui change. Les organisations coupoles ne s'occupent pas de ça. Donc, c'est que pour les organisations, enfin, voilà, ça n'a rien à voir. Les organisations coupoles n'interviennent pas là-dedans. Très bien. Donc, il commence à y avoir un petit peu moins de questions, donc j'en profite à tous ceux qui ont encore des questions de les poser maintenant. Il reste une question, mais qui est peut-être plus une idée. Ce serait un souhait de pouvoir peut-être un moment voir en live comment fonctionnerait cet Excel pour calculer l'éligibilité des bénéficiaires. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'on peut voir par la suite en interne, s'il y a Oui, un c'est une moyen bonne de idée. Si jamais présenter. c'est compliqué et qu'on a pas mal de retours, soit on fera avec la personne qui n'arrive pas à l'utiliser, soit on discutera en interne comment faire pour faciliter. Très bien, je ne vois plus de questions pour le moment, mais donc n'hésitez pas à nous les poser si vous en avez encore, tant que nos experts sont là pour y répondre. Oui, bon, on demande peut-être tout simplement qu'est-ce qu'on entend par une mesure d'accompagnement? Alors, les mesures d'accompagnement peuvent être très diverses et variées et force est de constater qu'en Belgique, elles le sont parce que ça va de la simple rédirection vers le CPS à un coiffeur
ou de l'aide esthétique pour se sentir mieux dans son corps. Donc, comme vous voyez, le panel des mesures d'accompagnement peut être très, très large. Et c'est pour ça qu'on a essayé c'est pour ça qu'on insiste bien sur le fait que le récapitulatif n'est pas exhaustif et que voilà, une mesure d'accompagnement peut être simplement boire un café avec le bénéficiaire ou proposer un espace de communication. Enfin, voilà, je dirais qu'il y a autant de mesures d'accompagnement que d'organisation. C'est peut-être un peu exagéré, mais c'est pas loin d'être le cas. Donc, la mesure d'accompagnement minimale qui est demandée, qui est obligatoire pour tout le monde, c'est de rediriger les bénéficiaires vers le CPS pour qu'ils puissent obtenir les aides dont il a besoin. Oui, il y a eu beaucoup de questions sur Food IT et donc on a dit qu'on y reviendrait par écrit avec toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin, mais on nous demande encore comment est-ce qu'on peut avoir accès à l'application. Et donc, c'est un lien sur lequel vous devez cliquer. Tout se fait sur Internet. Il ne faut pas... voilà, il n'y a pas de... Vous devez cliquer et introduire vos données. C'est très simple. C'est disponible sur notre site Internet. Normalement, tout est expliqué là-dessus. Et si vous n'arrivez pas à rentrer sur le site ou à avoir accès à ces informations-là, vous pouvez toujours nous écrire et on vous enverra les liens. Alors, une petite précision par rapport à la feuille d'éligibilité. Est-ce qu'on peut utiliser une feuille adaptée qui fait le même calcul que ce que nous, on demande? J'ai pas bien compris. Donc, un Excel, Donc, je suppose que la personne, sans doute un Excel propre à cette personne qu'elle utiliserait plutôt que celui type dont tu as parlé. On ne voit pas trop pourquoi on ferait ça vu qu'il est quand même très simple et tout est automatique dedans. Et c'est aussi fait pour réduire la chance de faire des erreurs. Donc, effectivement, si vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes une organisation qui a une convention de type 3 et que le bénéficiaire que vous devez identifier fait partie des gens qui ne sont pas éligibles d'office, on va vous demander d'utiliser l'Excel mis à disposition. Après, si en cas de contrôle, vous arrivez à nous démontrer que votre Excel fait exactement la même chose que le nôtre, je ne pense pas qu'il y aurait un inconvénient à ça, mais on vous demande de privilégier, d'utiliser le modèle mis à disposition pour éviter les erreurs et pour que ce soit uniforme chez tout le monde. Alors, je fais un peu le tour des questions restantes. Donc, on demande de préciser, donc, pour le FSE+, en cas de contrôle, sont seuls valables les formulaires d'enquête Excel qui sont mis à disposition. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, c'est ça qu'on va contrôler quand on va venir sur place. Alors, tu as bien expliqué que les OC n'auront pas un rôle de contrôle, mais est-ce qu'elles seront contrôlées? Oui. Donc, elles auront un contrôle annuel pour voir effectivement qu'est-ce qu'elles ont fait durant l'année en termes de mesures d'accompagnement pour les organisations qui sont reliées à la coupole. Donc, elles auront, oui, des contrôles. Je n'aime pas parler de contrôle parce que si vous avez déjà été contrôlé dans le passé, je pense que vous serez d'accord avec le fait que nos contrôles sont plus des accompagnements que des contrôles. Mais voilà, en cas d'accompagnement / contrôle, en tout cas, les coupoles vont être également contrôlées. Elles vont devoir faire un rapport annuel également. Donc voilà. Alors, on me demande si les catégories reprises dans les personnes éligibles d'office, est-ce que c'est une nouveauté de la campagne 2024? Oui, oui, c'est une nouveauté. On a défini des catégories pour laquelle l'enquête ne doit pas être faite, vu qu'on considère qu'elle a déjà été faite de manière exhaustive par ailleurs. Donc, c'est une grosse nouveauté. Alors, on a beaucoup parlé d'accompagnement. Est-ce que cet accompagnement est uniquement destiné aux bénéficiaires ou est-ce que les OC pourront utiliser les fonds pour l'accompagnement de bénévoles et de travailleurs qui distribuent les colis? Les organisations coupoles Oui. devront, dans l'appel à candidature, devront expliquer comment ils vont utiliser le budget qui n'est pas connu à l'avance, qui est basé sur le nombre de produits qui transitent dans les organisations qui sont reliées à la coupole. Ils devront expliquer comment ils vont faire cet accompagnement-là. Et c'est en fonction de ça que le SPP, en tant qu'autorité de gestion, va décider si oui ou non la coupole peut devenir coupole. Mais effectivement, cet argent-là est vraiment destiné aux mesures d'accompagnement, donc aux formations qu'ils vont mettre en place pour les bénévoles, pour l'accompagnement, etc., etc. Ça ne servira pas à financer autre chose.
Alors, les CPS ne sont pas obligés d'utiliser le formulaire d'éligibilité au niveau du règlement, mais ils trouvent que cette manière de faire est plus simple que ce qu'ils font actuellement. Est-ce qu'ils pourraient quand même l'utiliser par facilité ou pas? Nous, on est parti du principe je prends note de la question, on reviendra peut-être, Mais Barbara, je pense qu'on peut répondre positivement, hein, oui, je parce pense que aussi. au fond, ce formulaire, c'est celui que nous acceptons pour les Mmh. conventions de type 3, mais a fortiori, si un CPS veut s'en inspirer pour son enquête à lui, il n'y a aucun souci, hein. Oui, d'autant que c'est vraiment enfin, si la personne ne s'adresse au CPS que pour l'aide alimentaire, il y a pas d'objection à ce que ce formulaire-là soit utilisé. Très bien. Oui, il y a des personnes qui ont des soucis pour encoder certaines choses dans le formulaire, donc là, je pense que je renvoie vers ce que tu as dit tout à l'heure, hein, l'adresse, alimentation est là, et l'équipe est là pour vous aider, en cas de problème, donc n'hésitez pas à les contacter pour, des questions et des problèmes, de ce type. Donc si vous avez encore quelques questions, n'hésitez pas. Il y a quelqu'un qui a envoyé une question relative au BIM, mais elle n'est pas complète, donc malheureusement, je ne peux pas la poser. Donc, si vous vous reconnaissez, n'hésitez pas à reformuler votre question et je la poserai à Et Barbara. je pense que la question, c'était c'est quoi une personne qui relève du BIM? Et le BIM, c'est l'intervention majorée dans l'assurance soins de santé. Et par exemple, les bénéficiaires du revenu d'intégration, les personnes qui ont une allocation d'handicapés, etc., relèvent alors de cette intervention majorée dans l'assurance soins de santé. Très bien. Pour l'instant, nous ne recevons pas d'autres questions. Je vous laisse encore à tous quelques minutes pour, nous envoyer vos questions et si pas, nous mettrons fin au webinaire. Voilà, je ne vois pas d'autres questions qui arrivent. Donc, Alexandre, je vais vous laisser la parole pour le mot de la fin. Merci Pauline et merci à toutes et à tous pour votre participation à ce webinaire. On était près de 120 personnes à y avoir participé. Donc, je pense que c'est de bon augure. Alors, sachez que si des collègues n'ont pas pu y participer, mais qui souhaitent malgré tout avoir l'information, comme on vous l'a dit dans l'introduction, le webinaire a été enregistré, et donc vous le retrouverez et vous pourrez le visionner ou le proposer à vos collègues pour pouvoir le visionner sur notre site. Sachez aussi qu'on va mettre les PowerPoints sur notre site. J'ai vu qu'il y a des questions à ce sujet-là, donc il n'y aura pas de souci. Vous pourrez également les examiner à votre aise. Et puis, comme mes collaboratrices vous l'ont dit, ils sont à votre disposition pour répondre à vos questions. Si dans la mise en œuvre de ces nouveautés, vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas. Ils sont là toutes pour vous aider. Voilà, il me reste à vous remercier. Vous remercier d'abord pour le travail que vous faites au quotidien pour aider toutes les personnes qui en ont besoin et vous remercier aussi pour tous les efforts que vous ferez pour la mise en œuvre de cette nouvelle programmation. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne après-midi et à très bientôt, j'espère.